Ben, en fait, je vais partir depuis le début. Je pense que c'est la meilleure façon de comprendre où on en est rendu aujourd'hui avec la situation. Je veux terminer avec la proposition du Comité de coordination nationale, la nouvelle proposition, et ce que ça veut dire, et aussi avec les ajouts que moi j'y vois aussi dans ça. Mais avant d'arriver à ça, je veux expliquer le contexte et vous dire où on est rendu, Québec solidaire, dans ses choix aujourd'hui. Alors, premièrement, je dois vous dire que je suis très heureux qu'on commence cette discussion-là, ce débat entre nous dans Québec solidaire, mais qui va être public évidemment aussi. C'est une bonne chose. À Québec solidaire, parce que je considère qu'on a accusé un retard important à partir de ce débat-là qu'on savait qu'il arriverait. Et moi, je crois qu'une des failles que je vois dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on a plein de temps devant nous, puis qu'on peut discuter de différentes postures, stratégies. Puis on a jusqu'à la veille des élections pour dire oh, on peut se revirer de bord puis changer de stratégie. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, ce qu'elle nous démontre, c'est plus on avance, plus la pression s'intensifie, et moins on est clair, plus ça joue contre nous. Et Verdun, c'est pas un hasard si Lisée a joué cette carte-là. On va vous expliquer pour les personnes qui n'ont pas suivi les élections partielles. Dans Verdun, ce qui s'est produit, c'est que le jour de l'élection de Jean-François Lisée, la moitié de l'exécutif du Parti québécois, de l'Association de Verdun, a démissionné. Parce qu'eux, ils sont souverainistes, puis ils n'étaient pas d'accord que le chef du PQ remette ça au calendrier grec. Ils ont la moitié démissionné. Dans les sondages, à ce moment-là, ils mettaient le candidat de Verdun, peu connu, était un score plus bas qu'ils avaient en 2014. Et nous, on était en hausse. Et je pense qu'on était devant le PQ même. On était en croissance. Et donc, ils étaient dans le trouble dans Verdun. Alors, ce que fait Lisée, c'est de dire on vous propose une alliance dans Verdun. Là, on est dans marbre. Pas dans Marie-Victorin où ça va bien qu'on est sûr de gagner. Là. On vous propose une alliance, là on est dans marbre, dans Verdun, en sachant qu'on dirait non. Et après ça, ben, ça lui donne le prétexte de s'essuyer les pieds sur notre dos, de dire, ben, si on perd, parce qu'ils vont perdre, puis ils vont faire très mauvaise figure, le PQ dans Verdun, ben là, ils vont dire, c'est de la faute à Québec solidaire. C'était écrit dans le ciel. C'était un coup de salaud. Il faut être salaud pour faire ça. Alors, on n'appelle pas ça vouloir faire des alliances. Puis, je ne dis pas ça comme c'est à cause de ça qu'on ne peut pas en faire, mais je pense qu'il faut comprendre le caractère de jeu stratégique que Lisée joue présentement. Et s'il avait été honnête, il nous aurait, en tout cas, l'offre aurait dû être faite, on fait des alliances dans tous les comtés, pas juste celui qu'on est dans la chenoute. Dans Marie-Victorin, il n'offre pas ça, là, comme vous l'avez dit. Bon. Mais ça, c'est un point tournant qui a fait qu'on a dû réagir, qui voit que la réalité... Puis on était mal placé pour répondre parce qu'on n'avait pas... comme je vous dis, c'est un débat qu'on a retardé, qu'on n'avait pas de position là-dessus. On est obligé de dire, oui, on va prendre position sur les alliances à notre congrès du mois de mai 2017. En attendant, non, il n'y en avait pas de réponse très substantielle à offrir. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que c'est important de faire ce genre de débat-là. Mais préalablement à ça, je vais vous dire que 2014, pourquoi je réfère à ça, pourquoi c'était important? Parce qu'aux élections de 2012, quand le Parti québécois a été élu par une mince majorité, après 10 ans d'opposition, actuellement, le Parti d'alternance, quand il rentre après 10 ans de chenoute du Parti libéral, il rentre, surtout après la grève étudiante, un petit peu plus fort que ça. Et, au contraire, il a été élu par une mince majorité. Mais beaucoup de gens nous avaient fait de la pression à ce moment-là, puis ils disaient, bon, le Parti québécois, il faut l'élire, tout ça. Il avait fait plein de promesses. Il était plus vert que le Parti vert, il était pour remettre sur pied les services publics. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en 2014, ce parti-là? Il a fait 2 budgets, les budgets Marceau, qui ont été les deux, puis le premier encore pire, qui reprenait le déficit zéro de Lucien Bouchard, plus austère que le dernier budget d'Achamp, donc qui coupait plus dans les services publics,
que le dernier budget Bachand. Encore là, on peut dire, ouais, mais le dernier budget, il y en met toujours des bonbons. OK, alors, je l'ai comparé avec le premier budget du gouvernement libéral, l'Étao, quand ils ont pris le pouvoir, et les deux budgets du gouvernement du Parti québécois, ils étaient au moins aussi austères que le premier budget, l'Étao, qui est le budget où il rentre dedans. Le premier budget d'un gouvernement, là, il fait ses mauvais coups, parce qu'il sait qu'il peut s'en reprendre par après. Alors, simplement au niveau économique, de dire oui, il faut défaire les libéraux, il faut mettre quelqu'un qui va remettre notre système public en place, puis qui va remettre l'environnement, parce que l'environnement, si on est lié puis menotté anticosti aujourd'hui, bien bravo au Parti québécois, c'est eux qui l'ont fait quand ils étaient au pouvoir en 2014, et ils ont tout fait ça. Mais ce qui est, je dirais, pire au niveau moral, c'est qu'ils se sont servis de la question identitaire au détriment des minorités, des femmes, des communautés musulmanes, pour faire une campagne identitaire, pas sur le fond parce qu'ils voulaient faire une loi, parce qu'ils voulaient se servir de la vieille recette de l'ADQ pour jouer cette carte-là, pour gagner les élections. Mais ils n'ont pas gagné. Mais ils ont fracturé, par exemple, le Québec. Ça, ils ont réussi à fracturer le Québec de façon considérable. Et quand ils ont fait ça, ils savaient très bien, mais eux, ils pensaient qu'ils seraient élus, ils savaient très bien que ça mettait en péril pour des années toute possibilité de gagner un référendum. Parce que tu peux être élu avec 35 des votes, mais tu ne peux pas gagner un référendum avec 35 des votes, avec une politique d'exclusion où tu mets les gens les uns contre les autres dans le pays que tu veux construire. Ça, ils savaient ça. Et Drainville savait ça, parce que c'était lui le père de cette charte-là, c'était le premier dans la course à la chefferie, la première course avec Pelado, à dire qu'on ne pouvait pas faire de référendum avant un deuxième mandat. Ils ne sont pas fous non plus. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et c'est ça que je trouve dramatique, c'est que ces gens-là ont misé une campagne électorale qui pensait gagnante en risquant leur propre perspective référendaire pour pouvoir gagner ces élections-là, et ils ont échoué sur les deux plans. Ce qui me fait dire qu'après ça, au lendemain des élections, ce qu'on aurait dû faire, nous, au Québec solidaire, c'est de marquer le point, de dire ce parti-là vient de démontrer qu'il est fini au point de vue économique, qu'il a trahi ses promesses environnementales et qu'il n'a plus de perspective souverainiste parce qu'il vient de la sacrifier au profit d'une campagne électorale qui a raté aussi. Il aurait fallu marquer le point. On ne l'a pas fait. Bon. Mais on ne peut pas faire ces erreurs-là bien des fois. On a fait cette erreur-là, on n'a pas marqué le point, on a continué la vie courante qu'on faisait de considérer le PQ comme, bon, comme on le fait souvent encore aujourd'hui, comme quelqu'un qui est fatigant, mais qui a une perspective souverainiste. Mais on ne peut pas faire cette erreur-là trop souvent. Alors, c'est pour ça que, finalement, on est arrivé, je vous ai expliqué, Verdun est arrivé à cause de ça, et c'est pour ça que, finalement, je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux qu'on débatte du fond de la question, parce que là, au moins, on va avoir une chance de trouver une issue à ça. Bon, la proposition, là-dedans, ça a permis, le CCN qu'on a tenu, d'arriver avec une nouvelle proposition que moi je complète, qu'une nouvelle proposition. Et ça se veut quoi, cette proposition-là? Ça se veut dire, on va changer le cadre du débat, on va le mettre ailleurs. Au lieu d'être toujours dépendant d'un débat où on se positionne par rapport au PQ, puis on réagit par après. Est-ce que le PQ veut aller là? Qu'est-ce qu'on répond? C'est nous qui reprenons l'initiative. Alors là, ce que ça veut dire, ça, c'est que si c'est ça que vous votez au Conseil national, ces chantiers-là, ça veut dire que ça donne le mandat au comité de coordination nationale de dire, nous, on va aller voir les syndicats, les mouvements sociaux, les partis politiques qui sont d'accord avec ce qu'on avance. Et moi, je dis qu'il faut les mettre au pied du mur et dire, on va travailler avec les partis qui s'engagent à faire de la souveraineté un enjeu aux prochaines élections. Et je peux vous dire que le Parti québécois, depuis sa naissance, n'en a jamais fait un enjeu dans aucune élection. Jamais. Ah, puis il ne le fera pas là non plus. Alors, c'est un accessoire, la souveraineté pour eux. Mais on va travailler avec... Et ce que ça veut dire, je donne un exemple, ça veut dire qu'on peut aller voir un syndicat local, on peut aller voir un groupe politique, on peut aller voir, par exemple, la Fédération des femmes du Québec, je prends ça comme exemple pour dire, est-ce que vous êtes d'accord de travailler avec nous pour défaire les libéraux aux prochaines élections?
on vous propose, par exemple, dans telle circonscription, vous voulez présenter quelqu'un, nous, on ne présentera pas quelqu'un contre, on va vous aider, en échange, on fait une combinaison, Québec solidaire, mouvement social. Mettons on fait, je sais pas moi, une dizaine de groupes et de syndicats, parce que je me fais pas, je pense que l'horizon ne pourrait pas être pour le moment plus grand que ça, mais souhaitons-le si c'est plus. On reprend l'exemple de Podemos, on met sur les mouvements sociaux, et là, nous, ce qu'on lance comme débat, oui, Québec solidaire veut faire des alliances avec ceux qui luttent pour changer cette société-là. On va faire des alliances avec les mouvements sociaux, avec les syndicats. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont dire non, mais nous, on reprend l'initiative, puis on lance l'idée, puis on dit aux gens, ceux qui veulent changer la société, c'est avec vous qu'on se met ensemble. Ça change le débat, ça fait en sorte qu'on n'est plus en train de tout le temps être sa défensive, de manger des attaques du PQ. Et c'est lui que ça va être obligé de se positionner. Oui, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette société-là au Québec? Est-ce qu'on veut améliorer les services de santé? Est-ce qu'on veut le front commun? Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça? Et ça aligne tous ces débats-là. Et dans ce cadre-là, moi, je suis opposé, dans cette perspective-là, je suis opposé je trouve que c'est une très mauvaise idée, et c'est pas secondaire, de participer au Oui Québec, parce que ce que ça vient faire, il y a toujours un symbolique derrière ça. Hein. Ce n'est pas une rencontre administrative entre groupes qui prennent une bière et qui jasent. C'est une rencontre formelle, qui est médiatisée, c'est certain. Et ce que ça fait, aux yeux du public, ça vient dire que oui, on reconnaît ce parti-là comme étant un parti qui a une perspective souverainiste, donc on s'assoit avec lui pour discuter de comment on veut faire la souveraineté. Donc, ça veut dire que malgré tout, malgré 2014, malgré que l'ISée ait dit non, on ne fera pas de souveraineté, on n'en parlera même pas avant 2022, on s'assoit pareil avec eux autres pour dire, ben, on va échanger ensemble sur comment on voit la souveraineté. Je trouve qu'on a la patience étalée longtemps beaucoup. Alors, puis publiquement, après ça, comment on justifie de dire qu'on s'assoit avec eux alors qu'ils ont rejeté, alors que même l'exécutif de Verdun, puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres comme ça, ont quitté leur propre chef parce qu'ils ne reconnaissent plus ce chef-là comme étant quelqu'un qui veut faire la souveraineté, mais nous, Québec solidaire, on va le reconnaître. Quelque part, je pense qu'il faut être conséquent dans ce qu'on dit, puis comprendre où sont les vraies réflexions qui sont derrière ça. On pose un geste qui est fort quand on s'assoit avec quelqu'un. Et je terminerai en disant, je conclue là-dessus, parce qu'on n'est pas encore rendu aux alliances, quand on va parler du Conseil national. On met la table à quelque chose dont on va faire rapport au Congrès de 2017. Les chantiers qu'on veut lancer, avec les mouvements, avec tout ça, on donne un mandat au Comité de coordination nationale de travailler avec ce monde-là et d'en faire rapport au Congrès de 2017. Mais à un moment donné, il va falloir se donner des paramètres aussi. Puis je veux conclure juste en vous disant quelque chose. Quand on fait des alliances, là, c'est pas rien, hein? C'est une réflexion profonde. Moi, j'ai participé en 2013 au comité de discussion qui avait été mandaté par le Conseil national de 2012 pour rencontrer Option nationale et Jean-Martin Onsan. J'ai participé pendant 6 mois à des discussions fréquentes avec eux pour savoir comment on ferait des alliances électorales. Pour moi, c'était très instructif. Pourquoi? Parce que ce qu'on a mis sur la table avec ON, c'était très clair. On disait oui, on est d'accord de faire des alliances électorales avec vous autres, même si ça nous coûte cher. Parce que dans Nicolette, là, quand on a fait une alliance, l'assaut de Nicolette, là, elle a eu bien de la misère à se relever après ça. Imaginez juste 2 secondes, là, une élection, vous ne présentez pas de candidat, puis vous dites de voter pour un autre parti, là. Essayez de vous reconstruire après ça, c'est pas évident. Donc, ça prend une perspective solide pour expliquer aux gens pourquoi tu fais ça. ON pouvait représenter ça. Puis on avait dit à Jean-Martin Onsan, nous, on est d'accord d'aller dans cette perspective-là, à une condition, c'est qu'au bout du chemin, on a une intention de fusionner ensemble, quelque part. Si on a une intention que nos chemins convergent dans un seul parti un jour, pas demain matin, on comprend, mais qu'on va prendre des démarches pour aller dans ce sens-là, oui, dans ce cadre-là, des alliances électorales prennent une perspective. Autrement, c'est impossible. Si tu fais juste des alliances tactiques avec un parti que tu crois qui trahit les gens, puis que socialement prend des positions antisociales, tu ne te rends pas service, pas juste à toi comme parti, tu
tu empêches cette population de comprendre les vrais enjeux, puis tu leurres le débat. Je pense qu'il faut être honnête dans ces gens-là, dans ce genre-là, et c'est pour ça que moi je pense que des alliances, oui, ça se fait, mais avec des gens avec qui on a des communautés d'intérêt. Merci André. On continuerait avec... gardez vos questions si vous avez des questions.